c'est généralement un peu moins de 40% qui revient aux associés. Et donc chez vous? Chez nous, c'est 80%. Et toi, ton chiffre d'affaires moyen par avocat chez Square? Il est un peu en dessous de 200 000 euros par avocat. Ça me fait un chiffre d'affaires un peu moins de millions. Notre chiffre d'affaires l'année dernière, c'est autour de 11 millions. 2024, 11 millions. 2025, projection 8 millions. Ça va la croissance? On a une croissance moyenne de 75% par an depuis 6 ans. Normal. La profession d'avocat, il y a deux grandes familles. Il y a la famille des avocats qui conseillent et la famille des avocats qui représentent. J'ai commencé comme collaborateur. C'est un peu l'équivalent de salarié, même si techniquement on est une profession libérale, donc on n'est pas censé avoir de patron, on est censé être indépendant. On a un peu plus de 3000 clients actifs. Un avocat chez toi, il facture combien de l'heure? Un jeune avocat est facturé autour de 180-200 euros de l'heure. 10 ans d'expérience, il va plutôt du coup être le double. Ça va être entre 300 et 400 et puis entre 50 et 80% d'augmentation du taux horaire tous les 10 ans. Je suis ravie d'être là avec Olivier. Salut Olivier, ça va? Salut Clément, ça va bien et toi? Super, bienvenue sur Combien ça gagne. Alors Olivier, avocat, je suis très contente que tu sois là et très contente de faire un épisode pour enfin comprendre ce métier d'avocat qui est un métier que tout le monde connaît mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça marche en termes de modèle économique. En France, on a donc, tu disais 70 000, un peu plus de 70 000 avocats? Oui, un peu plus de 70 000 avocats, 60... à peu près un avocat pour 1000 habitants. Donc là, tu vas nous raconter ta profession, tu vas nous raconter ton cabinet, tu vas aussi nous raconter dans quoi vous êtes spécialisé, parce qu'il faut comprendre qu'il y a autant d'avocats qu'il y a de médecins. Donc toi, tu es avocat à Paris. Tout à fait. Donc tous les avocats qui travaillent dans ton cabinet sont rattachés au barreau de Paris? Alors non, notre cabinet, on a 8 bureaux en France, donc on okay. a des avocats qui sont aussi rattachés aux autres bureaux. Vous avez quoi? Vous avez les grandes villes en France, Bordeaux, Lyon et tout Bordeaux, Lyon, Aix, Marseille, okay. Montpellier, Lille et Nantes. Ok, et donc ça, à chaque fois, c'est des avocats qui sont rattachés au barreau de Bordeaux, de Lyon, de Aix et tout, exactement. Et qui n'exercent que là-bas, on est d'accord? Alors, la profession d'avocat, il y a deux grandes familles. Il y a la famille des avocats qui conseillent et la famille des avocats qui représentent les personnes en justice. Donc, ils vont plaider. Ouais. Et donc, la limitation d'exercice, elle est sur la représentation en justice. Et selon les tribunaux, il y a des tribunaux qui n'ont pas de limite, c'est-à-dire, par exemple, les tribunaux de commerce. Si tu es avocat au barreau de Paris, tu peux aller plaider dans n'importe quel barreau de France. Il y a des limites dans les tribunaux judiciaires, mais la manière dont c'est géré aujourd'hui, c'est que quand tu représentes un client, que tu es avocat au barreau de Paris et tu dois représenter un client à Nantes, bah, tu vas demander à un avocat du barreau de Nantes de te représenter pour les audiences qu'on appelle de mise en état, les différentes audiences, jusqu'à ce que l'affaire soit prête à être plaidée. Le jour de la plaidoirie, c'est l'avocat, par exemple, du barreau de Paris qui va aller à Nantes plaider l'affaire. Au moment du procès, en fin de parcours, l'avocat titulaire peut aller plaider, mais sinon il faut être maqué entre guillemets avec un avocat. On appelle ça un postulant. Alors c'est pas spécifique à la France, il y a plein d'autres pays qui ont ça. Tu as des barreaux. Aux États-Unis, c'est par État. En France, c'est par grande région. Et si tu es un avocat parisien que tu veux représenter un client devant un autre tribunal, tu es obligé de t'associer, de demander à un postulant de s'associer à toi sur ton affaire. On va y aller, on va commencer, mais je vais peut-être te laisser te présenter, Olivier, et ton activité et ton cabinet. Merci. Donc, je suis avocat, comme tu l'as dit, depuis exactement 21 ans. J'ai prêté serment en janvier 2004. J'avais commencé à travailler dans des cabinets d'avocats avant de prêter serment en stage, puisque c'est comme ça qu'on met un pied dans ce monde-là. Et donc, je suis à Paris, moi, depuis 2002. Et avant ça, j'étais dans le sud. J'ai fait mes études dans le sud de la France, puisque je suis originaire des Cévennes. J'ai passé mon barreau à Montpellier, où j'avais terminé mes études de droit. Et ensuite, j'ai fait on appelle l'école du barreau, qui est ce que tu dois faire une fois que tu as eu l'examen que tu dois avoir pour pouvoir accéder à l'école du barreau. Et donc, oui, à mon époque, donc, tu passais l'examen du barreau. Je crois que c'est à peu près toujours les mêmes statistiques. Tu avais, à Montpellier, à l'époque, il y avait un peu plus de 400 candidats. Il y avait eu 90 reçus. Donc, à peu près 20% de reçus sur les candidats. Tu l'as eu du premier coup? Oui, j'ai eu du premier coup, oui. Parce qu'on est d'accord, pardon, je fais juste un petit aparté, mais on est d'accord que le barreau de Paris, ça se rate beaucoup. Alors, 20%, oui, on a compris que ça se ratait, mais je veux dire, ça se repasse beaucoup. C'est un peu monnaie courante de ne pas forcément l'avoir du premier coup, de le repasser, t'abandonnes pas. Exactement. Ouais. Mais tu as un nombre limite c'est quoi? tu peux le passer 3 fois. Et donc, aujourd'hui, tu as ton cabinet.
Oui, alors donc j'ai commencé comme tous les avocats, à mon époque en tout cas, comme collaborateur. C'est un peu l'équivalent de salarié, c'est-à-dire qu'on a un patron. Même si techniquement on est une profession libérale, donc on n'est pas censé avoir de patron, on est censé être indépendant, mais on est avocat collaborateur généralement d'un avocat qui n'est plus collaborateur, qui est soit exerçant tout seul, soit associé d'un plus gros cabinet. Et c'est lui qui nous forme, et c'est lui qui nous donne du travail, et qui nous paye. Mais officiellement, tu factures, donc t'es pas salarié. Et donc officiellement, il n'y a pas d'exclusivité. C'est-à-dire que tu pourrais avoir le droit de prendre des clients en perso. D'ailleurs, je pense que tu as le droit tout le temps. Mais dans les faits, très souvent, ce qui est connu, c'est que les avocats ont absolument pas le temps de prendre des clients en perso parce que leur cabinet, le cabinet auquel ils sont rattachés, leur donne beaucoup trop de boulot, quoi. Ou en tout cas, trop de boulot pour prendre des clients en plus. C'est un peu ça. Ça dépend vraiment du cabinet dans lequel tu exerces ou tu es collaborateur. Donc, tu commences ta carrière en tant que collaborateur. Effectivement, tu factures, mais tu factures l'avocat pour qui tu travailles. Alors aujourd'hui, il y a le terme de... Peut-être tu factures pas le cabinet, tu factures en... Tu factures le cabinet, Okay. pardon. Tu factures le cabinet ou l'avocat pour lequel tu travailles, dont tu es le collaborateur. Et lui facture ses clients, son travail est le tien, et il gère sa petite entreprise ou le cabinet en fonction de la taille de la structure dans laquelle tu es. Et toi, tu t'es spécialisé en quoi ? Alors moi, j'ai voulu très tôt, depuis même avant de vouloir devenir avocat, j'ai voulu faire des fusions-acquisitions. Avocat d'affaires, donc. Avocat d'affaires. Je trouvais ça très... En un mot, fusion-acquisition, pour ceux qui ne savent pas, tu me l'expliques très simplement. On achète et on vend des entreprises pour le compte de nos clients. Même on ne les achète pas, on ne les vend pas. On aide nos clients à acheter ou à vendre des entreprises. Et donc, Square ne fait pas que des fusions-acquisitions ou si vous avez que des avocats d'affaires on fait tout le droit des affaires. On a à peu près un peu plus de 3000 clients actifs, c'est-à-dire des clients pour lesquels on travaille régulièrement, en tout cas pour lesquels on a travaillé depuis 12 ou 18 mois. Sur ces 3000 clients actifs, on a des PME, startups, des ETI, quelques CAC 40 également, des grandes sociétés étrangères, françaises, étrangères, et toute taille. Et donc, 3000 clients récurrents, combien de collabs, dans les employés qui ne sont pas réellement des employés, qui sont des avocats, vous êtes combien ? On a une centaine d'avocats aujourd'hui, 95 je crois, on est un peu en dessous de 100. Toi, tu l'as monté tout seul, la boîte ? Alors, j'ai mon parcours, donc collaborateur pendant 9 ans dans 2 grands cabinets, un anglais, un américain. Puis en 2013, je suis devenu associé d'un cabinet français. Je suis resté 2 ans, j'étais associé co-gérant du cabinet. J'ai rejoint un cabinet américain qui ouvrait à Paris en 2015. Je suis resté 1 an et demi et ensuite j'ai monté mon cabinet. Là, j'étais tout seul avec une collaboratrice et j'avais aussi pris quelques stagiaires, c'est-à-dire des étudiants de droit en fin de parcours qui sont généralement à l'école du barreau et qui vont devenir avocats. Donc, qui a déjà passé le barreau, qui sont sûrs de devenir avocats et donc recrutables. Qui sont quasiment sûrs de devenir avocats puisque le taux de succès à la sortie de l'école du barreau, je crois, est au-dessus de 95%. Oui, c'est ça. En fait, c'est une formalité, c'est un truc, c'est une entité qui te permet de faire des stages. Mais le gros du truc, c'est vraiment passer le barreau. Il faut avoir envie de le rater. Pour le rater. Et donc j'ai monté mon cabinet début 2017 et je suis resté tout seul donc avec une collaboratrice et quelques stagiaires pendant presque 2 ans. Donc j'avais pas d'associé et j'ai rencontré mon premier le cofondateur de Square qui était mon premier associé finalement et ensemble on a décidé de créer un cabinet, c'est-à-dire plusieurs associés sur un modèle un peu innovant d'association et qu'on a lancé donc en janvier 2019 et on était donc tous les 2, plus ma collaboratrice, et maintenant on est une centaine. Mais c'est génial. 6 ans plus tard. En 6 ans, c'est trop bien. Belle réussite, bravo. Trop bien. Ma connaissance, je crois qu'on est les seuls à avoir fait ça en croissance, en croissance organique. Ouais. Ah oui, en croissance organique. Ok, mais tu vas nous raconter ça. On va rentrer un peu dans les calculs pour comprendre comment se formalisent les revenus de tout ça, de cette structure-là. Juste pour situer, donc il y a un peu de staff fonction support. Ça représente combien, juste pour avoir une idée un peu de la masse salariale? C'est quoi, 20 personnes? Non, on a, par rapport aux autres cabinets, on a beaucoup moins de staff par avocat. Historiquement, il y a encore une dizaine d'années, quasiment tous les cabinets avaient un staff pour 2 avocats. Tu avais tout type de fonctions. Si tu fais le parcours d'un client qui arrive au cabinet, tu commences par l'accueil, donc des hôtes et des hôtesses d'accueil. Ensuite, tu as les assistants ou assistantes des avocats. Tu as aussi parfois dans certains cabinets ce qu'on appelle des juristes, des paralegals, c'est le terme que qui ne sont pas avocats, qui sont des salariés, qui
qui n'ont pas le concours d'avocat, qui ne sont pas avocats, mais qui savent réaliser des tâches juridiques. Tu as des fonctions transversales, finance, compta, communication, marketing, gestion des locaux. Et donc vous en avez beaucoup moins, donc tu me disais, t'en as quoi, 10 du coup on a un peu moins de 10 personnes. Okay. Ouais. Et donc là, tu vas nous expliquer justement ce fameux fonctionnement de ton cabinet Square. La particularité, ce que tu m'expliquais un petit peu dans les grandes lignes, c'est que c'est un peu différent du fonctionnement d'un cabinet classique. Là, moi, mon objectif, c'est de comprendre le fonctionnement d'un cabinet classique, le fonctionnement de ton cabinet, et réellement pour un cabinet de cette taille-là, donc qui est partout en France, qui a 100 avocats, combien ça fait de chiffre d'affaires et combien il reste à la fin quand je suis avocat, donc collab, et associé de ce cab, donc toi et ton associé, puisque vous êtes deux. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un avocat fait? Ça vend du temps de cerveau. Quand tu vas voir un avocat, tu lui demandes de réfléchir à ton projet ou à ton problème en fonction des circonstances et de te trouver un chemin pour résoudre ton problème ou réaliser ton projet. C'est à ça que ça sert un avocat. Et concrètement, qu'est-ce qu'il fait? L'avocat, il va gérer tes relations avec les autres. C'est un consultant expert d'un sujet. Donc, tu factures au temps homme, comme on dit. Un avocat, c'est un consultant. Mais c'est un consultant spécialisé dans les relations entre les personnes. Personnes physiques, personnes morales ou gouvernementales. En moyenne, tes avocats, donc avocats d'affaires, donc de tout type de droit des sociétés, à grande, petite, moyenne échelle, un avocat chez toi, il facture combien de l'heure? Ça varie en fonction de l'expertise. Ouais. Un jeune avocat qui vient d'avoir le barreau est facturé au client chez nous autour de 180-200 € de l'heure. Et ça peut monter, on est à peu près au milieu du marché. Okay. Dans des cabinets plus petits, ça peut être un peu moins, ça peut être 120, 150 €. Ouais. 150 € de l'heure, peut-être même 100, je ne sais pas. Et dans les très gros cabinets qui vendent leurs heures très chères, ça peut monter à 300, 400, voire 500. 10 ans d'expérience, il va plutôt du coup être le double, j'imagine. C'est ça, 400. Ça va être entre 300 et 400, entre 50 et 80% d'augmentation du taux horaire, je dirais tous les 10 ans. Okay. Donc chez nous, quelqu'un qui va avoir 20 ans d'expérience, ça sera plutôt autour de 600 € de l'heure, quelque chose comme ça. Mais dans des cabinets, il y a des cabinets à Paris qui facturent au taux horaire le double de ça, plus de 1 000 €, un associé, voire 1 500 € un associé. Okay. Aux États-Unis, ça monte encore une fois le double à 3 000 $, une heure d'associé. C'est fou. Mais il faut avoir en tête ce que tu vends. Tu vends de la sophistication. Parce que tu ne vas pas voir un avocat pour régler un problème qui n'est pas compliqué. Un problème qui n'est pas compliqué, tu vas généralement le régler toi-même. C'est ça la valeur ajoutée d'un avocat. C'est pas pour qu'il te dise le droit. Avec ChatGPT, tu peux lui demander une consultation juridique et lui demander de te donner ou d'autres outils peut-être plus pointus. Nous, on connaît Predictis, il y a Doctrine. Tu peux lui poser une question très pointue en juridique et il va te donner quelque chose d'assez équivalent à ce que te ferait un avocat. Et ça, est-ce que commercialement, ça vous impacte? Ça vous impactera? Comment tu vois ça? Juste mini aparté là-dessus, c'est hyper intéressant. Ou au contraire, c'est juste un plus qui vous aide, qui vous met sous stéroïdes? Dire le droit, ça fait assez longtemps que les clients ne nous payent pas pour ça, ne nous payent plus pour ça. Nos clients, ils ne viennent pas chercher ils vous payent pour trouver des solutions. Consultation sur quel est l'état du droit. Nos clients, ils viennent nous chercher non seulement pour trouver, structurer une solution, mais surtout pour le mettre en œuvre. Je dirais 90% de notre chiffre d'affaires, il est réalisé en écrivant quelque chose. Ça peut commencer par un mémo où on structure, on donne aux clients le chemin, on lui dit voilà quel chemin on va suivre, donc un mémo de structuration du projet, et ensuite la mise en œuvre de toutes les étapes du projet, qui généralement passe par des contrats. Donc il y a 70 000 avocats en France, c'est un marché, je crois, d'un peu moins de 20 milliards d'euros. Tu as les 150 plus gros cabinets de France qui rassemblent à peu près 20%, entre 20 et 25% des avocats, mais un peu plus d'un tiers du marché. Donc c'est les 150 plus gros facturent à l'heure en général un peu plus que la moyenne des avocats, donc ils vont avoir une part de marché plus importante. Et donc, quand tu regardes ces chiffres-là, tu vois que sur ces 150 cabinets, tu vas avoir un chiffre d'affaires moyen par avocat pour ces cabinets-là, à la louche, entre 250 000 € par an et 1,2 million. Et à toi, ton chiffre d'affaires moyen par avocat chez Square? Nous, il est bas, il est un peu en dessous de 200 000 € par avocat aujourd'hui. 200 000 € par avocat. Et donc, quand tu connais ce chiffre-là, de chiffre moyen par avocat, tu peux extrapoler le
taux moyen par avocat. Un avocat va travailler en heures qui sont effectivement facturées au client, sachant que c'est très difficile de facturer 100% des heures que tu consacres à un client. En moyenne, 1500 heures par an. C'est peut-être un peu le haut de la moyenne dans les, Et ça, c'est dans les gros cabinets. C'est une moyenne qui est spécifique au droit des affaires, du coup. En droit des affaires, mais dans toutes les... Mais je pense que c'est quasiment tous les avocats de France qui vont travailler pour le compte de leurs clients, quelque part entre 1300 et 1500 heures par an. Effectivement facturé, c'est souvent quand même beaucoup plus en heures réelles. Et donc, si tu extrapoles, tu dis, regarde, tu as, on va dire, 500 000 euros de chiffre d'affaires moyen par avocat pour les gros cabinets, et que tu divises par 1500 heures. Là, j'ai pris le tien, j'ai pris 200 000, j'ai divisé par 1500 heures, et donc on est à 133 en taux horaire. En taux horaire moyen, effectivement facturé au client. Ça veut dire que chez moi, il travaille moins. C'est ce que j'ai compris entre les lignes. Ce qui est bien. Et donc, un cabinet qui va être à 500 000 en chiffre d'affaires moyen par avocat, bah, tu vas être autour de 300, quasiment 300. 330, hein, quand 330, même. 330 euros. Si je reprends ton 200 000 euros de chiffre d'affaires par avocat chez toi, avec 95 avocats, ça me fait un chiffre d'affaires un peu moins de 20 millions. Alors, est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que l'estimation, c'est un peu faussé parce qu'on est trop dans une moyenne pour le chiffre d'affaires de Square? Non, alors cette année, on s'attend à faire un petit peu moins de 20 millions de chiffre d'affaires. On sent 18 ou 19 millions, c'est les projections qu'on a faites donc on pour est 2025. On est dans le vrai, ok. Et l'année dernière, donc aujourd'hui on est 100, mais en début d'année dernière, on était 70, 72, je crois. Début 2000, ok, il y a 2024. un an. Ouais. Et donc, notre chiffre d'affaires l'année dernière, c'est un peu moins de 11 millions, c'est autour de 11 millions. Donc, on passe 2024, 11 millions, 2025, projection 18 millions. Ça va, la croissance c'est... On a commencé ça se passe bien avec Damien, donc 2019, on a fait 1 million de chiffres. C'est fou. Et l'année 2 ? L'année 2, on a fait un peu moins de 2. Combien d'avocats ? Elles en avaient recruté 2-3. À la fin de l'année, on était moins de 10, je ne sais plus exactement. On était peut-être 8 à la fin de fin 2019. Et ensuite, on a une croissance moyenne de 75% par an depuis 6 ans. Normal. C'est incroyable. On a le chiffre d'affaires du cabinet. Charge variable, tu m'expliquais que il y en a pas, puisque vous vendez du service. On vend du temps de cerveau, donc la charge variable, à la rigueur, c'est le sucre dont on a besoin pour faire fonctionner le cerveau. Donc voilà. Qui est payé ça n'existe pas. par la personne à chaque fois, donc c'est pas la boîte qui paye. Donc un cabinet d'avocat, ça n'a que des coûts fixes. Et alors en coûts fixes, qu'est-ce qu'on a tu as 2 catégories de coûts fixes. Tu as les coûts de structure, qui incluent les locaux. Ouais. Ça doit être une grosse partie, parce que ton staff, c'est quand même énorme. Le staff transversal et tout le staff dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, chez toi, c'est 10 salaires, en gros. Oui, c'est un peu moins de 10. Nous, on est aujourd'hui en staff, on est 5 pour... Ok, donc 5 salaires. Mais dans la plupart des cabinets, je te disais, historiquement, c'était 50%. Ma salariée, il y a encore quelques cabinets qui sont à ce niveau-là. Aujourd'hui, la plupart des cabinets ont réduit ce pourcentage. C'est entre 20 et 30% maintenant. Ce qui reste beaucoup plus que chez toi. Beaucoup plus que chez nous. Et ça, tu vas m'expliquer comment vous faites après pour que malgré ça, ça ne soit pas fait au détriment, j'imagine, des conditions de travail des avocats. Mais ça vous permet quand même de dégager une marge qui est bien plus importante parce que tu t'affranchis d'une quinzaine de salaires par rapport à ce que fait le marché. Tu vas m'expliquer après. On a essayé d'améliorer les choses sur tous les coûts de structure. Donc, généralement, les 2 plus gros postes dans les coûts de structure et qui sont en général équivalents, c'est le staff et les locaux. Ouais. Vous payez combien vos bureaux ? Tu sais à peu près annuellement sur tous les bureaux ? J'ai pas le chiffre exact, mais aujourd'hui c'est notre plus gros coût, puisque le staff, on a un ratio de staff par avocat qui est bien moins important que les autres cabinets. Les bureaux, aujourd'hui, c'est clairement de très très loin notre plus gros coût. Aujourd'hui, on est à plus d'1 million par an de coûts de bureau. Okay. Oui, mais en soi, je veux dire, sur l'année dernière, il t'en reste 10. Sur 8 bureaux en des France. Millions de marge. Donc, Non, parce alors je t'expliquerai le modèle de rémunération des cabinets, mais non, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça chez nous. Pourquoi ? Parce que c'est pour savoir si tout le monde suit, on n'a pas payé les avocats encore. Tu n'as pas encore payé les avocats et c'est ton principal coût Bien de sûr. fonctionnement. Tu as donc
je reviens sur les coûts de structure. Les bureaux, le staff, les 2 principaux coûts. Tu as également tous les coûts informatiques, puisque aujourd'hui, tout le fonctionnement d'un cabinet d'avocat, c'est informatique. Tout ce qu'on produit, c'est avec Word principalement. On produit du texte. Bien sûr. Et donc, toute l'infrastructure informatique. Ça, c'est le 3e coût le plus important. Et puis, en dernier, tu as le marketing, Internet et tous les logiciels que tu dois utiliser pour produire. Et tu as donc Microsoft, évidemment, pour écrire, mais tu as tous les logiciels spécialisés, métiers. Que ce soit le back-office, un ERP, le middle office, un CRM, et le stockage des documents. Et puis, tout ce qui est front office. Je dis souvent qu'un avocat, ça fait 4 choses, principalement, dans sa journée, pour le compte d'un client. Ça lit, ça écrit, ça parle et ça gère des projets. Et donc, tous les outils qui existent aujourd'hui pour aider les avocats, ça les aide à lire la loi, le droit, les DALOS, LexisNexis, doctrine prédictis, etc. Ça les aide à lire des documents aussi, puisque nous, on doit absorber toute l'information des clients. Si un client a un problème avec son fournisseur, il faut qu'on lise le contrat qu'il a conclu avec son fournisseur. Si on doit aider un de nos clients à acheter une société, on doit lire toute la documentation relative à la société. Ça s'appelle un audit d'acquisition ou une due diligence. Donc tout ça, on va lire tous ces documents-là. Donc on a des outils qui aident à faire ça, Kira, Luminance, etc. Pour écrire, on a des outils qui nous aident aussi. Donc, tous ces softwares-là, on doit les payer, tous ces logiciels. Tous ces coûts de structure, à peu près combien de pourcents du chiffre d'affaires ? Chez nous, c'est moins de 20%. Donc, ça veut dire que sur l'année dernière, vous avez fait, tu m'as dit 11 millions, c'est un peu plus de 2 millions. Et dans ces 2 millions, on en a la moitié qui sont pour les locaux. Donc, à 10% du chiffre d'affaires, si tu extrapoles, on est dans le très bas du marché. La plupart des cabinets, leurs locaux leur coûtent plutôt entre 12 et 15% du chiffre d'affaires. Donc, si je continue mon petit calcul que je fais un peu comme ça, on est à un peu moins de 9 millions d'euros qui nous restent une fois qu'on a payé tous ces coûts de structure. Sur le chiffre d'affaires, en tout cas si je prends l'année 2024, sur ces 9 millions, comment on rémunère nos 95 avocats ? Et toi et ton associé ? Donc cabinet classique, coût de structure, à la louche, un tiers du chiffre d'affaires. Ensuite, tu dois payer les avocats. Les avocats, il y a 2 catégories d'avocats, je t'en parlais tout à l'heure. Soit tu es collaborateur, soit tu es associé. Tu as plusieurs types de cabinets. Tu as des cabinets où tu as beaucoup de collaborateurs par associé. Ok. Quasiment 10 collaborateurs pour un associé dans les Big Four. Ok, donc ça, c'est la classique. Non, ça, c'est les Big Four. Ça, c'est vraiment les gros. EY, Price, Deloitte, KPMG, etc. Où tu as énormément de collaborateurs pour un associé. C'est des cabinets qui sont sur un marché particulier qui est le marché de ce que je vais appeler le process. Tu vas voir ces cabinets quand tu as besoin qu'ils réalisent une tâche qu'ils ont l'habitude de réaliser, les yeux fermés, qu'ils font ça très bien, plus vite que toi, mieux que toi. Et donc, tu vas les payer pour ça. C'est des cabinets donc avec si je caricature du récurrent chiant. Ensuite, tu vas avoir une deuxième catégorie de cabinets qui va plutôt vendre de l'expérience. À la fois le fait qu'ils ont de l'expérience, mais aussi ils vont vendre une expérience client. Et donc, ces cabinets-là... Quand tu dis, le fait qu'ils ont de l'expérience, c'est de la réputation. Donc, c'est-à-dire qu'ils font surpayer... Enfin, ils rajoutent un petit... Je caricature, mais ils rajoutent un petit peu à ce qu'ils font payer à leurs clients parce que je suis Gide ou je suis... Alors, Gide, c'est un excellent exemple. C'est typiquement... c'est le seul que je peux citer là comme le ça. Cabinet qui incarne ce type de cabinet. Tu vas les voir parce que le problème que tu rencontres, le projet que tu as, ils l'ont déjà rencontré 10 fois sur les 2, 3, 4 dernières années. Répute, gage de qualité. Exactement. Ouais. C'est un problème qui est généralement plus complexe que les cabinets de process. Et donc, leur réputation vaut plus cher que celle des autres cabinets. Tu achètes la marque, tu achètes aussi l'expérience client, c'est-à-dire que tu sais qu'ils vont être très réactifs. Tu vas avoir une expérience client qui va être... très haut de gamme. Et chez eux, tu me disais, donc on est un peu moins de collab par associé, mais ça reste élevé. Tu as un peu moins de collab par associé. Tu es typiquement entre
1 pour 3 et 1 pour 5. C'est-à-dire un associé pour 3 à 5 collaborateurs. Et troisième modèle, ça va être des cabinets très, très haut, le plus haut de gamme, qui va vendre de la créativité, de l'innovation. Et tu vas aller voir quand tu as un problème qui n'a jamais été rencontré par personne et que tu cherches une solution que personne n'a jamais imaginée. Par exemple, le nombre de collaborateurs par associé chez Darrois, c'est 1,5, je crois. Et le nombre de collaborateurs chez Bredin, c'est 4. Donc, tu vois que c'est pas le même, c'est plus le même type de structure, même s'il y a une dizaine d'années, c'était exactement le même type de structure. Okay. Ils ont eu des trajectoires différentes ces 10 dernières années. Donc, ces derniers cabinets-là, c'est ce que je donnais l'exemple avec Darrois, tu vas avoir peu de collaborateurs par associé. Tu vas avoir 1 à 2 collaborateurs par associé. Et tu as la 4e catégorie qui est Square. Alors, nous, on a une règle chez nous qui est 1 pour 1, mais on est en dessous. Aujourd'hui, on est en dessous parce que notre croissance, on l'a fait en recrutant beaucoup d'associés. Donc, on a très peu de collaborateurs aujourd'hui, beaucoup d'associés, généralement des associés assez jeunes parce que nos associés, on les a recrutés dans les grands cabinets, mais on n'a pas recruté des associés qu'on a fait venir comme associés chez nous. Tu as recruté des collabs chez toi, tu leur proposes d'être associés, donc c'est leur première association, même si ça ne se dit sûrement pas comme ça. Mais donc, eux, tu leur offres le début de leur vie d'associé. Exactement. La première étape de leur passage de collab à associé. Exactement. Dans la carrière d'avocat, tu as plusieurs stades. Quand tu deviens avocat, ton seul souci, c'est de développer ton expertise technique. Et une fois que tu as acquis cette expertise technique, tu développes une expertise commerciale, une expertise managériale, et puis ensuite tu deviens associé, ou parfois tu deviens associé avant de développer ton expertise managériale, même souvent. Et donc nous, on recrute... Sur le tard, tu l'apprends dans la douleur. Les avocats sont rarement formés à ça. Ouais. Ils doivent l'apprendre. Mais tu sais, comme énormément de professions, et c'est un vrai sujet. Parce que tu as plein de gens qui se retrouvent à devoir manager des gens alors qu'ils ne viennent pas du monde des startups ou du monde des grandes boîtes où on leur a appris petit à petit comment on fait pour manager quelqu'un, s'occuper de quelqu'un d'autre et tout. Tout le monde en souffre, quoi, tu vois. Nous, on apporte 2 solutions à ça. 1, on interdit à nos associés d'avoir plus d'un collaborateur, donc ils n'ont qu'une seule personne à manager. C'est gérable, ça c'est top. Et 2, on fait des formations tous les mois en soft skills, qui sont des formations que les avocats n'ont pas eues dans leur cursus. Ouais. Et donc tous les mois, on fait venir quelqu'un qui va aider nos avocats en soft skills. À se mettre sur les rails. En janvier, on a eu une formation sur la communication non violente, ce qui peut être un problème parfois dans la relation entre un associé et un collaborateur, parce qu'il y a un tel niveau de stress dans notre profession, puisque on gère les problèmes les plus complexes de nos clients. Ils nous transmettent généralement leur stress et ils comptent sur nous pour résoudre leurs problèmes. Donc, on a un niveau de stress assez élevé. Tu interviens dans un moment de la vie de tes clients qui est soit très critique, soit très problématique. Donc, effectivement, tu emmagasines beaucoup et ça se transmet. Et ça, c'est un gros sujet, en effet, chez les avocats. Tu as plein de niveaux de stress chez un avocat. Tu as le stress qui vient du client. Et ça, normalement, un bon avocat sait le gérer. Il sait le gérer pour plusieurs clients en même temps. Tu as le stress qui vient du fait de gérer des collaborateurs. Quand on a qu'un à gérer, tu as moins de stress que quand on a 4 ou 5 à gérer. Et tu as souvent, dans les gros cabinets, le stress qui vient du cabinet, où tu dois délivrer un niveau de performance qui est attendu de toi. Nous, ça, c'est un truc qu'on a enlevé chez nous. Il n'y a pas d'objectifs qui sont fixés par le cabinet. Donc, pour revenir au schéma économique, les avocats qui ne sont pas associés, c'est-à-dire les avocats collaborateurs... Sur mes 80, j'ai 45 qui sont associés ou 50 qui sont associés. Chez nous, non. Chez nous, là, aujourd'hui, on a 8 collaborateurs. Donc, sur 80, un peu plus de 80, autour de 95 associés. Donc, on a 1 pour 10. Un collaborateur pour 10 dans associés. Dans l'autre sens, ouais. Okay. C'est tout simplement parce que la plupart de nos associés sont des associés qui ont un peu moins de 40 ans, qui sont devenus associés chez nous et qui sont en ramp-up, en croissance de leur chiffre d'affaires, et que tant qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau de chiffre d'affaires... Ils n'ont pas besoin d'un collab. Non, exactement, ils n'ont pas besoin, puis ils n'ont pas nécessairement aussi les moyens, parce que, et je t'expliquerai donc, dans la foulée comment ça fonctionne chez nous. Donc, un cabinet classique, tu as 100 de chiffre d'affaires, tu as à la louche 30 qui partent en coût de structure. Il reste 70. Sur les 70, en moyenne, tu as un autre 30 qui part pour payer les collaborateurs. Il va te rester 100 moins 30, il va te rester 40. Donc 30, à peu près à la louche, 30%, entre 25 et 30% du chiffre d'affaires qui va rémunérer les collaborateurs du cabinet. Ça veut dire que le collaborateur, il génère 500 000 euros de chiffre d'affaires dans un cabinet classique, il va toucher un tiers de ça. Et il va toucher un peu moins. Un petit tiers de ça. Ou un petit, en général, c'est autour de 25. Entre un quart et un gros tiers. Les collaborateurs qui touchent que 20% de ce qu'ils produisent, généralement, sont
pas très contents parce qu'ils ont l'impression d'être exploités. Et les collaborateurs qui touchent 30% de ce qu'ils produisent sont plutôt bien lotis, mais c'est les associés, puisque ce qui reste, c'est ce qui va rémunérer les associés du cabinet. Et donc les associés du cabinet ont généralement l'impression de trop payer leurs collaborateurs. Donc ça veut dire que, pardon, juste en cap classique, 40% du chiffre d'affaires généré par les collabs va chez les associés, si je finis ton calcul. Mais les associés produisent également dans les cabinets classiques. Ils produisent généralement un peu moins que les collaborateurs parce qu'ils doivent passer du temps à manager, ils doivent passer du temps à générer du chiffre d'affaires, donc du temps commercial qui ne peut pas être facturé au client, évidemment, du bizdev. Ouais. Et puis il y a aussi, dans la plupart des cabinets, les associés sont aussi impliqués dans la gestion du cabinet qui généralement n'est pas rémunéré. Donc ça veut dire qu'en soi, ils touchent 30% de ce qui leur serait dû en tant que collab, qui leur serait dû pour leur travail d'avocat, plus un 10% en plus qui correspond à la gestion de la structure, au bizdev, etc. Dans les grandes masses, on n'est pas loin du vrai. Les plus rentables, je parle des gros cabinets, parce que dans les petits cabinets de moins de 10 personnes ou moins de 20 personnes, tu peux avoir des cabinets qui sont bien plus performants que ce que je vais te dire. Mais dans les gros cabinets de plus de 50, 100 personnes, c'est généralement un peu moins de 40% qui revient aux associés. Un peu moins de 40% du chiffre d'affaires, ça va être entre 30 et 40. Et donc chez vous ? Chez nous, c'est 80. 81 même. En 2024, c'était 81%. Donc chez nous, en 2024, on a redistribué 80% du chiffre d'affaires réalisé aux associés. Dans les autres cabinets, les associés se partagent le profit. C'est-à-dire que tu attends de savoir combien tu as eu de coûts de structure, tu t'attends de savoir combien tu as eu de coûts de collaborateurs. Et ce qui reste, généralement, tu payes un peu d'impôts aussi. Et ce qui reste, les associés se le distribuent entre eux à la fin de l'exercice, une fois qu'ils connaissent le profit. Donc, c'est-à-dire, pour 2024, les associés des autres cabinets ne se sont pas encore distribués de rémunération, ou parfois ils se distribuent des avances et ensuite il y a une régularisation. Mais clairement, comme ils ne connaissent pas encore le profit, ils ne se sont pas encore distribués. Ça veut dire que chez toi, si on prend ton exemple, mais que tu étais un cabinet classique, l'année dernière, 11 millions de CA, on enlève un peu plus de 2 millions de coûts de structure. En plus, ce serait plus si on était dans un cabinet classique. Il nous reste un peu moins de 9 millions. Ce 9 millions, en gros, on aurait 40... Quasiment moitié-moitié. Moitié-moitié. Dans un cabinet classique, mais comme j'ai pas... Et donc divisé par le nombre d'avocats, on va dire. Là, chez toi, donc on est toujours sur on a enlevé notre... Ah non, donc chez toi, on le calcule sur le chiffre d'affaires, donc on retourne à notre 11 millions. Tu n'attends pas de connaître le profit pour rémunérer les associés chez nous. Ça, c'est unique. On est quasiment le seul cabinet au monde à faire ça. Nous, on distribue la rémunération des associés sur la base du chiffre d'affaires encaissé et pas sur la base du profit. Les avocats... Les associés, donc. Les avocats associés se partagent 80% de notre chiffre d'affaires, donc 9 c'est à peu près les 9 millions. 9 millions, dont on parlait. Et ensuite, va leur être déduit les 2 millions de coûts de structure, en plus. Non, les 2 millions sont... Non, on leur distribue 81%. Il reste 19%. Là, l'année dernière, on leur a distribué 80% du chiffre d'affaires. Il reste 19% dans le cabinet. Ces 19%, c'est ce qu'on utilise pour payer les coûts de structure. C'est le deal qu'on a avec eux. Si on dépense plus, donc c'est Damien et moi qui décidons quels locaux on va prendre, quel staff on va embaucher, quelle prime on va donner, quel logiciel on va prendre. On paye. Et si ça nous coûte plus que 19% du chiffre d'affaires, on est de notre poche. Donc ça nous responsabilise. Ça nous responsabilise énormément. Et donc t'imagines faire n'importe quoi avec l'argent de la princesse, quoi, en gros. Surtout que ça sort de ta poche si tu dépenses trop. C'est ça. Là où les autres cabinets, c'est divisé par le nombre d'associés. Je te parlais de Brenin tout à l'heure, il y a 50 associés. Gide, il y en a 117 ou 120, je sais pas. Tu divises, t'achètes un canapé plaqué or, tu divises le coût du canapé plaqué or par 120, ça fait pas grand-chose par associé, donc parfois ils prennent des décisions. D'acheter un canapé plaqué or, c'est évidemment un mauvais absurde, exemple, mais tu as des choses qui sont pas très... C'est pas toujours très éloigné de la réalité. Là, du coup, si je fais un calcul, encore une fois, grosse maille, tes avocats associés chez toi, en moyenne, si j'en compte 80 sur le chiffre d'affaires dont on se parle, qui est de 11 millions, ils touchent chacun un peu plus de 100 000, 110 000 euros par an.
Oh, c'est un peu plus que ça, parce que sur l'année dernière, on n'avait pas en Oui, moyenne on n'était pas à 80 et avocats. donc 80 associés, pardon. peut-être je fais 70. Donc c'est un peu plus, tu es autour de 100, tu es un peu plus de 150 000 euros en moyenne par associé chez nous. Ouais. Tu vas m'expliquer comment ça se fait que vous fassiez ça, pourquoi, comment c'est possible versus modèle classique, qu'est-ce que ça vous apporte à vous et à eux? Et deuxième question, eux, qu'est-ce qu'ils doivent payer là-dessus? Sur les cabinets classiques, je t'ai dit un tiers coût de structure, un tiers collaborateur, un tiers associé. Là, moi, je t'ai dit chez nous, 19% coût de structure, 80% associé. Tu vois que je n'ai pas parlé des collaborateurs. Ouais. Donc, chez nous, la manière dont ça fonctionne, c'est que si un associé souhaite avoir un collaborateur, déjà, il ne peut pas en avoir plus d'un. Et s'il souhaite en avoir un, il m'appelle, il me dit « Olivier, j'aimerais bien avoir un collaborateur. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» Généralement, je dis oui. Parfois, je dois les rassurer s'ils sont inquiets en fonction de leur performance. Je leur dis, mais t'inquiète pas, ça va aller, prends-le, vas-y, je vois que ton chiffre d'affaires est en train d'augmenter, c'est le moment d'en prendre un. Et s'ils en prennent un, donc c'est eux qui le trouvent, on est très attractif, on reçoit plusieurs CV par jour de candidats, et donc ils peuvent choisir parmi tous les candidats. Et une fois qu'ils ont choisi, ils déterminent la rémunération qu'ils veulent accorder à ce collaborateur en fonction du profil du collaborateur. Évidemment, on met une grille pour qu'il y ait une certaine uniformité. Alors, c'est pas un pourcent, c'est une rémunération fixe. Ouais, c'est un fees, quoi. Enfin, c'est une rémunération fixe annuelle. Les collaborateurs, aujourd'hui, les avocats débutants dans les cabinets d'affaires, aujourd'hui, en fonction du standing du cabinet, la rémunération d'entrée, elle est entre 60 000 et 100 000 euros par an, brut, sachant que c'est pas... Au début, tu as très peu de charges à payer en tant que... Oui, enfin, tu es rattrapé plus tard. Donc, c'est 60 à 100 000 euros brut, c'est l'équivalent du brut chargé d'un cadre dans une entreprise. C'est-à-dire que tu divises par quasiment 2 pour savoir ce qui reste en net une fois que l'avocat collaborateur a payé ses charges d'URSSAF. C'est l'équivalent de la rémunération brute chargée dans une entreprise. Donc, quelqu'un qui va coûter 60 000 euros à l'entreprise en France, va être payé son salaire brut, c'est pas 60 000 euros, c'est, je crois qu'on est autour de 27% de charges patronales. Et ensuite, il y a les charges salariales qui viennent se déduire pour trouver ton net. Puis évidemment, ensuite, tu payes ton IR. Et donc cette rémunération, on va dire, chez nous, ça va être, pour un collaborateur première année, ça va être entre 60 et 60 000 euros par an. C'est payé mensuellement et ça va être déduit de la rémunération qu'on va verser aux associés. Parce que c'est eux qui prennent la décision, ça va être déduit de manière nominale. C'est-à-dire, si c'est 5 000 euros par mois, si on est à 60 000 euros par an, c'est 5 000 euros par mois, 5 000 euros par mois que je déduis de la rémunération de l'associé pour pouvoir le verser au collaborateur. Donc vous, la logique, c'est de responsabiliser vos associés dans le sens où chaque associé chez toi est une espèce de micro-entreprise. Ils sont beaucoup mieux rémunérés et donc poussés à faire du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que très naturellement, ils vont aller essayer d'en faire plus. Ils sont impactés beaucoup plus directement sur ce qui va rentrer dans leur poche s'ils font plus de chiffre d'affaires d'un point de vue personnel. On va finir ce calcul parce qu'on n'a plus trop de temps. J'aimerais juste comprendre comment vous, toi et ton associé, donc ton co-founder de Square, vous rémunérez là-dedans. On se rémunère de 2 manières. La première, c'est qu'on est également avocat. Et donc, on continue de travailler pour nos clients. Et lui et moi, on fait partie des associés qui généreront le plus de chiffre d'affaires au cabinet encore. Toi, tu génères combien de pourcents du CA ? Tu sais ou pas ? En origination, oui, je sais. En origination, autour de 6%. Okay. Et mon cofondateur qui, quand on s'est associé, générait moins de chiffre d'affaires que moi aujourd'hui et devant, significativement devant. Okay. C'est de loin le plus gros originateur du chiffre d'affaires au cabinet aujourd'hui. 10 tout petit peu moins de 10%. Ok, très bien. Vous rémunérez 80% aussi ? Oui, alors on a une grille de rémunération qui est la même pour tous les associés du cabinet. Ça aussi, c'est une spécificité chez nous. Ça peut te surprendre, mais dans les autres cabinets, il n'y a pas... En tout cas, les grilles de rémunération sont souvent mobiles et la politique peut avoir un impact favorable ou défavorable sur le pourcentage de chiffre d'affaires qu'un associé va récupérer. Chez nous, il n'y en a pas. C'est une grille statutaire, fixe, qui s'applique de la même manière pour tout le monde, y compris pour les 2 fondateurs managing partners.
Et donc, cette grille, elle rémunère mieux les plus performants. Et ensuite, vous pouvez marger un peu sur nos combien de pourcents? Sur les 19%, sur nos 19% qui restent. Merci. Si vous gérez bien votre cuisine interne, on va dire, vos frais de structure, pardon, vous pouvez marger là-dessus. Donc là-dessus, en théorie, oui. En pratique, c'est plutôt l'inverse. En théorie, on se rémunère donc, pour gérer le cabinet, pour donner les ordres de grandeur. Moi, en 2024, j'ai passé entre 2/3 et 3/4 de mon temps à gérer le cabinet. Ah oui, donc tu as assez peu exercé ton... Ok. Un tiers de mon temps. Donc là, il faut que tu te rémunères, en effet. C'est pas... Oui. Et aujourd'hui, je ne peux pas me rémunérer en tant que dirigeant du cabinet à hauteur de que je gagnerais si je passais la même quantité de temps à être avocat. Donc ça, c'est une rémunération de dirigeant du cabinet. À date, qui est donc pas du tout à la hauteur du sacrifice en termes d'heures sacrifiées. Tu as gagné combien en 2024 ? En 2024, j'ai gagné... en tant qu'avocat, un peu plus de 200 000 euros. Ok. Et en tant que dirigeant, un peu plus, autour de 150. Ok. Et en tant que dirigeant, tu factures du coup ? En tant que dirigeant, alors c'est ma structure. Ouais, c'est ma structure qui est dirigeante. Ok, très clair. Et c'est moi qui suis avocat en direct. Donc il y a deux, c'est vraiment deux poches totalement séparées. Comment je fais pour aller chercher plus ? La priorité, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la priorité, c'est la technicité. Ouais. Tu es un bon avocat. Les gens viennent à toi ? Les gens le savent. Ok. Et donc, la technicité, ça, c'est le premier, c'est le plus important. Ensuite, tu as tes capacités commerciales. Tu as des avocats qui sont très bons techniquement, mais qui ne savent pas le faire savoir. Et ça, c'est parfois un handicap. Tu as quelques avocats, mais c'est très rare, qui sont peut-être un peu moins techniciens, mais très bons commerciaux, et qui vont savoir s'entourer de bons techniciens dans leur cabinet, et qui vont générer beaucoup de chiffre d'affaires, qui sera traité par soit leurs collaborateurs seniors, soit leurs associés s'ils les font associés. Et en troisième niveau, compétences managériales. Okay. C'est les trois grands champs de développement, les trois piliers de la profession. Très très rapidement, ce que tu préfères, ce que tu aimes le moins en 2 mots ? Ce que je préfère, c'est aider des entrepreneurs brillants à réaliser leurs projets, à développer des nouvelles technologies, à trouver des nouveaux marchés, à réaliser de belles choses. J'ai des clients qui ont développé des outils à la pointe de la technologie. J'ai un client dont je parlais tout à l'heure. C'est son entreprise qui a reconstruit la charpente de Notre-Dame. Tu vois des métiers d'art, des choses très variées, quoi. Ouais. Très variées dans tous les domaines. Et puis, ce que j'aime le moins, c'est pas évident dans notre métier. Ce que j'aime le moins, aujourd'hui, je ne le vis plus trop parce que j'ai créé le cabinet justement où il n'y a pas. Ce que j'aime le moins, c'est la politique. La politique au sein d'un cabinet d'avocats. Les coups tordus, les croche-pieds, les couteaux plantés dans le dos par ses associés. Ça, c'est des choses que j'ai vécues dans les cabinets où je suis passé avant. Et c'est l'un des moteurs de la création de Square, où il n'y a pas de politique. C'est passionnant et merci pour toutes tes explications très claires et très transparentes, donc à l'image de ton cabinet. 2 micro-questions de la fin. Et j'ai la réponse là, c'est sûr, pour celle que je vais poser. Si c'était à refaire, tu le referais ? Ouais, je ne changerais pas de métier. Et tu ferais tout pareil ? Puis il y a forcément des choses qu'on ferait un petit peu différemment, mais je suis très très heureux d'être où je suis aujourd'hui à 48 ans. Trop bien. Bah, bravo, on te souhaite que de la réussite et de la croissance. Avant de te laisser, est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne ? Consultant. Consultant ? Ouais. Genre consultant, gros cabinet de conseil ? Ouais, mais ça, c'est des salaires. Donc McKinsey, non, associé, il faut que tu reçoives un associé de BCG McKinsey. Pour comprendre quel pourcentage du chiffre de la boîte Citeo ? Je pense que c'est quelque chose d'assez similaire, d'assez proche de nous. Mais comme le levier de collaborateurs est plus élevé chez eux, je pense que en nominal, c'est beaucoup plus. C'est une grosse boîte noire, les modèles de REM dans les Big Four, dans les grosses boîtes de conseil ou pas non, je ne te parle pas des Big Four, parce que les Big Four, ça, c'est assez... connu. Je pense qu'ils gagnent... Oui, en moyenne, chez tous les Big Four, les associés gagnent plus ou moins 1 million par an. Chez les McKinsey, les BCG, je pense qu'on est sur une autre planète. Ok, intéressant. Très intéressant. On ira peut-être creuser ça. Je pense que j'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui acceptera de parler. Mais on va essayer. Trop bien. Merci beaucoup, Olivier. C'était passionnant. Et on mettra la description de Square pour les gens qui veulent aller voir et qui ont besoin d'un avocat d'affaires. À bientôt. Salut.
Merci de m'avoir reçu.